Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo sur une double disparition très inquiétante qui s'est passée au même endroit à une année d'intervalle. Il y a eu des nouvelles informations très récemment, donc cette année en 2021. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je voulais d'abord vous remercier pour le nombre d'abonnés. On est de plus en plus nombreux et on arrive doucement mais sûrement aux 10 000 abonnés. Donc je suis assez contente et j'espère qu'on arrivera à 10 000 abonnés avant la fin de l'année, c'est un peu mon but. Je voulais aussi vous dire qu'il va y avoir de très belles nouvelles pour la chaîne qui arrivent dans les semaines qui arrivent, et d'ailleurs pour moi aussi. Je vous en parlerai dès que ça sera plus officiel, et en tout cas j'ai hâte de pouvoir vous en parler. Je vais faire un dernier petit aparté concernant les commentaires des fois que je reçois sous mes vidéos qui sont ni constructifs ni bienveillants, qui des fois visent les personnes dont je parle dans ma vidéo, et commentaires que je trouverais et que je considérais ne pas être bienveillants et qui peuvent être blessants pour les familles des disparus ou des personnes concernées qui voient mes vidéos, je les effacerai. Ceci étant dit, on repart sur les deux disparitions. Ces deux disparitions, avant que j'en parle plus précisément, vont mettre en lumière plusieurs choses. Donc, quelques manquements au niveau de la justice, mais également le fait que les médias ont une grande part et une grande responsabilité pour faire bouger les choses au niveau de certains dossiers. Vous allez voir pourquoi, et surtout quand ça concerne un très probable tueur en série en France qui fait beaucoup parler de lui depuis quelques années maintenant, depuis 2017 exactement, qui est Nordal Lelandais. On se retrouve juste après ça. Cette histoire commence en 2011 et notamment se passe dans la région de Savoie. On va retrouver le premier disparu qui s'appelle Jean-Christophe Morin. Jean-Christophe qui à l'époque en 2011 a 22 ans, donc il est très jeune, et il habite à ce moment-là à Salanches, plus précisément à côté du lac de Passy. Jean-Christophe est décrit comme quelqu'un de sociable, qui aime faire la fête, qui aime ses amis. Il n'est pas ultra proche de sa famille, mais ça va, il n'a pas de gros soucis. Il n'a pas non plus énormément d'histoires. Avant d'être dans la région, il était sur Paris. Ses parents se sont séparés et malheureusement il l'a très mal vécu. Puis il a commencé un peu à mixer ça avec des mauvaises fréquentations. L'école ça allait pas. C'était pas une très bonne période pour lui à Paris. Et puis quand il a fini l'école, il trouvait pas spécifiquement de travail qui lui convenait. Donc ce qui s'est passé, c'est que sa grande sœur Adeline, qui elle habite en Haute-Savoie, et elle lui a proposé en 2009 à peu près, quand lui il avait 20 ans, une vingtaine d'années, et elle lui a proposé de venir habiter chez elle un petit moment et puis qu'il tente sa chance dans la région pour trouver un job. Alors il est descendu, il a trouvé quelques jobs, donc notamment un job dans un hôtel, mais bon voilà, sans plus, et surtout la cohabitation ne s'est pas extrêmement bien passée, c'est-à-dire que du coup au bout de 3-4 mois après qu'il soit arrivé, il a décidé de ne plus habiter avec sa sœur et d'habiter dans une camionnette qu'il avait achetée mais qui ne roulait plus, qu'il avait installée du coup à côté du lac de Passy, et il vivait dans cette camionnette. On peut dire qu'il avait une vie un peu marginale, c'est-à-dire que comme il n'avait pas de travail, qu'il habitait dans une camionnette, on va dire qu'il n'était pas dans le standard de ce que peut être la société d'aujourd'hui. Là on se retrouve le 10 septembre 2011. Jean-Christophe et un de ses très bons amis ont pris la décision d'aller à une rave party ou une soirée électro qui se passe au fort de Tamier. Le fort de Tamier qui est à environ 1h30 de route et qui se trouve dans les montagnes à 1000 mètres d'altitude. C'est vraiment une sorte de fort avec un grand emplacement autour, et puis derrière il y a des falaises, mais c'est un lieu vraiment très joli. Tous les ans il y a un festival électro, et puis voilà, ils ont décidé d'y aller, et en fait le souci c'est qu'ils n'ont pas de véhicule pour y aller, et donc ils vont faire du stop pour y aller. Donc ils ont trouvé quelqu'un pour les amener en stop, donc pas de souci, ils arrivent, ils commencent à faire leur soirée. Je pense qu'à un moment ils doivent se séparer parce que ils sont pas tout le temps collés ensemble, ils leur trouvaient peut-être des gens qu'ils connaissent là-bas. À 1h
du matin, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que à l'entrée du fort du Tamier, c'est vraiment un couloir, donc c'est assez facile de voir passer des gens, de reconnaître des gens. Il y a la caisse et du coup il y avait un caissier à ce niveau-là, à 1h du matin, qu'il a aperçu Jean-Christophe courir tout paniqué et qui avait pas l'air du tout bien, donc il l'a un peu agrippé sur l'épaule. Il a dit mais qu'est-ce qui se passe? Jean-Christophe a retiré son épaule et puis lui a dit quelqu'un me veut du mal, et il est parti en courant vers la forêt, parce qu'effectivement le fort est entouré que de forêt et avec une route unique qui monte au fort. Donc ce qui est sûr, c'est que la soirée se termine tranquillement pour certains. L'ami de Jean-Christophe est bien retourné à bon port, sûrement en autostop, vu qu'il ne répond pas aux appels ou quoi que ce soit. Il veut être sûr que son ami est bien rentré lui également de la soirée. Donc il va toquer à la camionnette le lendemain. Et il se trouve que malheureusement, il n'y a pas de réponse. La famille aussi commence à s'inquiéter. Ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de nouvelles et ils ne savent pas où il est. Et là, il faut commencer assez rapidement les recherches. Les recherches qui vont se concentrer au tout début de cette affaire, le premier et le deuxième mois. Il va y avoir des battues qui vont être organisées et par les gendarmes et par la famille. On va retrouver le sac à dos qui avait été aperçu, porté d'ailleurs par Jean-Christophe, à côté d'une benne pour jeter les verres qui est vraiment en face, donc vraiment à l'endroit où on a aperçu pour la dernière fois Jean-Christophe courir vers les arbres. C'est son sac à dos. Alors comment on le sait? Parce qu'à l'intérieur il y a un document d'identité qui est une sorte de photocopie, enfin de document qui remplace la carte d'identité, parce que sa carte d'identité a été perdue, donc ça doit être la police qui lui avait fait ça quand il avait déclaré la perte de sa carte d'identité, et 10 € à l'intérieur. Donc c'est tout ce qu'on va retrouver. Mais à ce moment-là, du coup, on va envoyer les chiens pour flairer la piste potentielle de Jean-Christophe. Malheureusement, ça ne va rien donner du tout. Dans le cadre de cette disparition, il va y avoir 2 personnes qui vont représenter la famille de Jean-Christophe, principalement. Il va y avoir Adeline qui est sa grande sœur et Denis qui est son père. Les théories sur lesquelles vont partir directement les gendarmes, c'est voilà, comme ils savent que Jean-Christophe est considéré comme un teufeur qui participe à ce type de festival. Ils se sont dit, bon, bah, il a dû trop boire ou même se droguer, parce qu'on sait qu'il est monnaie courante de se droguer dans ce type de festival, et pas que ce type de festival, mais on est d'accord. Ils se sont dit, il a dû se droguer, il a dû s'endormir dans les bois, et en fait, il a dû mourir d'hypothermie. Ou alors, il est tombé d'une falaise. Peut-être que ce sont des promeneurs qui vont trouver le corps. Directement, ils sont partis sur la thèse de l'accident et la thèse que cherchait déjà un corps et pas une personne vivante. Jusqu'à septembre d'après, il n'y aura plus aucune nouvelle, plus d'informations, on va rien retrouver, aucune piste, et on va se retrouver à presque un an après, juste jour pour jour, donc on n'est pas le 10 septembre mais le 9 septembre 2012 cette fois-ci, on va se retrouver à la nouvelle édition de ce festival à Fort de Tamier. Denis, le papa de Jean-Christophe, a eu une très bonne idée, c'est-à-dire installer un stand qu'on appelle un barnum pour échanger juste devant le festival, donc l'entrée du festival, donc l'entrée du fort, et des t-shirts avec les photos de Jean-Christophe, donc du disparu. Ils se sont dit peut-être que des personnes de l'année dernière vont revenir, vont se rappeler l'avoir vu, et peut-être qu'il va y avoir une information qui est passée à côté et qui va nous être transmise ce jour-là. Bon, malheureusement, ça n'a rien donné à ce niveau-là, mais il se trouve que ce jour-là, presque un an jour pour jour après la disparition de Jean-Christophe, c'est au tour d'Ahmed Amadou de disparaître. Ce qui est fou, et vous allez voir, c'est qu'Ahmed disparaît un an après jour pour jour, au même festival, et il a été vu exactement au même niveau pour la dernière fois à l'entrée-sortie du festival. En plus de tout ça, Ahmed, il a un peu le même profil. Bon, rapidement, il n'a pas le même âge, mais il a un peu le même profil que Jean-Christophe. Pourquoi? Ahmed a 45 ans et il vit un peu aussi comme un marginal, c'est-à-dire que bon, il n'a pas de travail et il va beaucoup boire et fréquenter des personnes pas toujours recommandables, comme l'a exprimé sa sœur. Donc lui, malheureusement, il roulait pas sur l'or également, il vivait des aides et en plus de ça, il est déclaré comme handicapé du travail. Il a eu un souci à l'épaule à cause d'un travail et du coup depuis, il me semble qu'il n'avait pas retrouvé de travail. Donc lui, il passait principalement ses journées à traîner dans les bars avec des gens qu'il rencontrait au fur et à mesure des bars dans lesquels il allait. Il était proche de sa sœur, il avait quand même de la famille et surtout par sa sœur, il était décrit comme quelqu'un joyeux, qu'elle voyait souvent, qu'elle voyait que des fois elle prenait un café chez lui, des fois il mangeait chez elle et vice versa, qui faisait des blagues et qui aimait
aimait bien faire rire un peu la galerie. Après, elle savait qu'il ne fréquentait pas toujours les bonnes personnes. Donc, il fréquentait certains bars aussi de villes aux alentours de là où il habitait. Lui, il habitait à Chambéry. Je crois qu'il est à 40-45 minutes de Fort-de-Tamier. Il allait à certains bars, même qui pouvaient aller jusqu'à une vingtaine, trentaine de minutes autour de chez lui. C'est très important, vous verrez pour la suite au niveau de la partie quand je vous exposerai les théories et les indices qu'on a sur les théories. Donc le soir de sa disparition, on est le 9 septembre 2012. Au départ, il n'était pas censé aller à ce festival. Il était juste en train de boire comme il a l'habitude dans des bars et il était avec un ami, enfin plutôt une connaissance qu'il avait rencontré quelques jours auparavant. Et cette connaissance voulait aller à ce festival, il lui a dit viens, vas-y, moi j'ai la voiture, je t'y amène et tout. Puis lui au départ il voulait pas trop. Et surtout lui a dit bon moi j'ai pas spécifiquement d'argent pour payer l'entrée. Et puis après il lui a demandé est-ce qu'il y a des filles. Du coup le compagnon lui a dit oui il y a des filles. Donc il a dit bon ok. Vas-y, on va y aller. Et bon, je vais l'appeler le compagnon parce que j'ai pas son nom. Le compagnon qui accompagne Ahmed a décidé avec sa voiture de faire des dérapages, et ce qui n'a pas trop plu aux vigiles qui sont devant le fort de Tamier. Et puis ça fait du bruit surtout, donc en fait, les vigiles n'étaient pas du tout d'accord. Ils lui ont dit bah écoute, toi, de toute façon, tu rentres pas. Ahmed était un peu sur le côté. Le très bon compagnon d'Ahmed, lui, a pris la voiture et est parti. Et il a laissé Ahmed sur place. Pour Ahmed, lui, on s'est dit qu'il allait rentrer. Ça posait pas tant de soucis que ça parce qu'il avait l'habitude aussi de faire du stop, un peu comme Jean-Christophe, et il s'était dit qu'il allait rentrer en stop. Et la dernière fois qu'il a été aperçu, c'est en train de parler à un vigile en lui demandant où était l'entrée du festival. Et c'est à ce niveau-là, donc au niveau de l'entrée-sortie du fort, que Ahmed a été vu pour la dernière fois. Donc exactement au même niveau que Jean-Christophe. Ce qui est fou, c'est que ça s'est passé presque devant le stand que tenait la famille de Jean-Christophe ce jour-là, justement le stand d'échange concernant sa disparition, que ça s'est passé presque devant leurs yeux en fait. 4 jours après, c'est un ami d'Ahmed qui s'est rendu compte qu'il voyait plus son amie. Du coup, il a appelé la sœur d'Ahmed pour savoir si oui ou non elle avait des nouvelles. Et elle non plus n'avait pas de nouvelles. Et puis il lui a expliqué un peu au téléphone ce qui s'est passé. Oui, apparemment, il était avec quelqu'un, ça a un peu crié, il lui est parti, il s'est passé quelque chose de grave. C'était un peu flou ce qui a été dit. Du coup, directement, sa sœur a senti quelque chose de bizarre et elle a allé déclarer la disparition directement à la gendarmerie. Voilà, la gendarme qui l'a accueilli ne l'a pas vraiment cru parce que la sœur lui a tout de suite parlé d'un meurtre, qu'il était arrivé quelque chose, quelqu'un avait fait du mal à son frère, et la gendarmerie l'a pas spécialement cru au départ. Puis surtout a dit bah écoutez, si votre frère est majeur et donc s'il a envie de partir, il part. Il y a quand même eu des recherches qui ont été faites, débattues, mais rien, en tout cas au tout début de la disparition, rien n'a été trouvé sur ce qui concerne Ahmed malheureusement. Donc là, on était en 2012. Il faut savoir que jusqu'en 2017, il va y avoir aucune information nouvelle sur ces 2 disparitions. On fait quand même un bond de 5 ans. Dans le temps, c'est énormément long pour les familles qui n'ont aucune nouvelle et qui ne pensent qu'à ça, et elles essayent de chercher des informations de leur côté mais n'en ont pas spécialement. Pourquoi en 2017? Qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez vu dans le titre, il va y avoir malheureusement la disparition de Maëlys et aussi d'Arthur Noyer, le caporal Arthur Noyer. On a relié, maintenant on le sait, on a pu relier que c'était Nordal Lelandais qui était à l'origine de ces 2 meurtres. Ça s'est passé dans la même région, vraiment pas très loin, aux alentours des disparitions de Fort-de-Tamier. Comment est-ce que ça s'est relancé, ces disparitions? Comment est-ce qu'on a pu retravailler sur les dossiers? Il y a eu un gros travail fait par l'Agence de recherche des personnes disparues, ou la RPD, qui a relié toutes les disparitions qui étaient un peu tombées dans l'oubli de la région, qui pouvaient potentiellement être liées avec Nordal Lelandais. Et ils ont présenté à la gendarmerie toutes ces disparitions, et c'est là que a été prise la décision de réouvrir certains dossiers. Enfin, en 2018, les familles ont porté plainte contre X pour enlèvement et séquestration afin qu'ils puissent suivre, qu'ils soient au courant des avancées des dossiers. Les dossiers ont été réouverts de toute façon. Ce qui est bien, c'est qu'en 2018, ils ont enfin pu rencontrer une juge d'instruction. La juge, ce qu'elle est en train de faire, c'est de reconstituer tous les morceaux du puzzle et de remettre vraiment les acteurs à leur place et de reprendre l'affaire. Ça vous rassure par rapport à tout ce que vous avez vécu ces dernières années où là c'était un peu le néant? Complètement. C'est une vraie considération. C'est la première fois qu'on a un rendez-vous au nom de Jean-Christophe Morin dans le cadre de... Et c'est énorme. Ouais. C'est une vraie reconnaissance pour lui et il disparaîtra pas comme ça dans la nature.
Donc c'était très émouvant pour eux parce que enfin la disparition de leurs proches n'était pas tombée complètement dans l'oubli, même s'il a fallu pour ça que Norda Lelandais soit mis en avant entre guillemets dans les médias. En tout cas, ça a pu faire ouvrir des dossiers de disparus qui avaient été oubliés. Et c'est ce jour-là que les familles vont apprendre d'ailleurs que les dossiers et les recherches d'Ahmed et de Jean-Christophe avaient été fermés 2 ans après les disparitions. C'est-à-dire pour Jean-Christophe, ils ont arrêté de travailler dessus depuis 2013 et pour Ahmed, c'était en 2014. Donc déjà on voit qu'il y a un manque de communication, surtout qu'ils sont au courant de rien du tout de ce qui se passe au niveau de la recherche de leurs proches. Qui a quand même été classé. Alors là, moi j'ai été choquée d'apprendre que le dossier pouvait être classé en 2014, mais on s'en fiche. À l'heure d'aujourd'hui, tout est repris et c'est tout ce qui compte. Donc ce qui est bien au moins c'est qu'ils ressortent de cet entretien, voilà, ils mettent ça de côté, ils se disent vraiment là ça va faire avancer les choses, il va se passer des choses, on va enfin avoir des réponses à nos questions, ça fait quand même 5 et 6 ans qu'on attend, donc oui là il est temps d'avoir enfin nos réponses. Et malheureusement en fait ils vont être un peu déçus parce qu'au fur et à mesure du temps qui passe, ils ne vont pas être tenus au courant de ce qui va se passer au niveau des investigations. Alors il faut savoir que les juges ne sont pas obligatoirement amenés à rencontrer les proches, certains préfèrent d'ailleurs ne pas les rencontrer pour ne pas dévoiler certains aspects de l'enquête. Moi je trouve que là il y a un manquement, mais ça on en rediscutera après. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé dans le cadre de ces 2 disparitions, c'est-à-dire qu'on a mis les familles de côté et qu'on les a pas tenues au courant des avancées. D'ailleurs, bel exemple, il se trouve qu'il va se passer quelque chose en février 2021. Les familles des 2 disparus vont être au courant d'un point super important, c'est-à-dire qu'en octobre 2020, dans les forêts aux alentours de Fort de Tamier, donc les forêts qui entourent vraiment Fort de Tamier, on apprend qu'en fait en octobre 2020, il y a un chasseur, si je me trompe pas, qui retrouve des ossements, dont un crâne humain, et que des prélèvements ont été faits sur le crâne afin de faire des analyses ADN. La famille l'apprend, il me semble, en février 2020, en tout cas début 2020, par la presse locale, même pas par les enquêteurs. Donc c'est vrai que c'est quand même assez troublant et énervant. En tout cas, on apprend que il y a un crâne qui a été retrouvé, entre autres, en très mauvais état. Les analyses, même si le crâne était très abîmé, ont quand même donné des choses, notamment au niveau de l'ADN. Les analyses ont montré que partiellement ça correspondait à l'ADN d'Ahmed. Par la suite, il a été affirmé que le crâne était bien le crâne d'Ahmed. Donc on sait aujourd'hui que malheureusement Ahmed Amadou est décédé, très probablement aux alentours de Fort de Tamier. Il y a d'autres investigations qui vont être faites sur le crâne pour essayer de voir s'il y avait des traces de lutte, peut-être des traces d'un objet contendant ou même une trace d'une balle qui aurait pu traverser le crâne. Pour le moment, on est au courant de rien parce que l'instruction est toujours en cours, mais en tout cas, ce sont des choses qui, à mon avis, ont peut-être même déjà dû être faites. Pour ce qui est des nouvelles informations, il y a eu des nouvelles informations que j'ai pu voir sur la page Facebook appelée La disparition de Jean-Christophe Morin, la mobilisation continue. C'est une page Facebook qui a été ouverte très rapidement après la disparition de Jean-Christophe par Denis le père et qui est régulièrement mise à jour. Là, le 29 octobre, les familles ont pu voir les avocats qui les suivent dans le cadre de cette affaire et ils ont eu des informations importantes, notamment que ça travaillait bien sur l'affaire et surtout le fait qu'il y avait quand même des choses, enfin qu'il y avait des pistes sur lesquelles ils travaillaient. Ils n'ont pas le droit de nous en dire plus effectivement, et puis de toute façon, comme je vous ai dit, c'est toujours en cours, donc on va pas avoir plus d'informations que ça jusqu'à ce que l'instruction soit terminée. Mais dans ce post sur Facebook, il est bien soulevé le fait que ça fait bien 3 ans que la juge d'instruction n'a pas été vue. Il me semble qu'entre temps, en plus depuis 2018, la juge d'instruction a changé, mais là les familles n'ont jamais pu voir la juge d'instruction. Donc pour eux, ils sont quand même très en colère, ils le font bien ressentir, ça peut se comprendre. Donc les 2 disparus étaient devant le fort au moment de leur disparition. On suspecte qu'ils soient partis dans la forêt. En tout cas, c'est ici qu'on a retrouvé malheureusement les ossements d'un des 2 disparus. Une plaque commémorative a été érigée ici pour Ahmed et Jean-Christophe. C'est malheureusement les ossements d'Ahmed qu'on a retrouvés très récemment.
Donc là, je vous ai expliqué ce qui s'est passé, les conditions, le contexte, les disparitions, pourquoi est-ce que les dossiers des disparitions ont été relancés. Là, je vais vous parler des théories. Alors évidemment, je vais vous parler de la théorie Nordahl-Lelandais à la fin de cette partie-là, mais il y a plusieurs autres théories qui sont probables. Pour le moment, comme il n'y a pas de pistes privilégiées et qu'on n'a pas tant d'informations que ça, toutes les pistes sont encore possibles, même s'il y en a certaines qui sont plus probables que d'autres. En tout cas, pour ce qui est d'Ahmed, malheureusement, on sait qu'on a retrouvé une partie de son corps, son crâne, aux alentours du fort du Tamier, donc on peut penser qu'il soit mort aux alentours et dans les forêts, là où on a retrouvé son crâne. Ce qui est peut-être pas le cas, hein, peut-être qu'on a déplacé son corps après sa mort. En tout cas, c'est quand même très envisageable. Pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est que pour les théories, il y en a plusieurs, donc on va parler de la première théorie auquel on pensait au tout début les gendarmes, c'est la théorie accidentelle. Comme je vous ai dit, on est dans un environnement de teufeurs et donc il y a beaucoup de drogue, d'alcool et on est également dans un terrain qui est assez escarpé, beaucoup en pente, il y a même des falaises. Alors, il est probable que Jean-Christophe ou Ahmed soient drogués, désorientés, même dans le cadre de Jean-Christophe, peut-être qu'au moment où il a couru et qu'il a dit que quelqu'un lui en voulait ou que quelqu'un lui courait après, on peut penser que c'est un effet secondaire de la drogue, de la prise de drogue, qu'il avait des délires un peu parano et qu'effectivement soit il est tombé derrière dans une crevasse ou dans une falaise et qu'on l'a pas retrouvé, soit qu'il se soit endormi au pied d'un arbre et qu'il soit mort d'hypothermie. Alors ça c'est un peu bizarre parce que avec toutes les battues qui ont été faites, rien n'a été retrouvé. Si c'était simplement endormi, je pense qu'on aurait retrouvé quelque chose. La thèse de l'accident, c'est très probable. On a bien vu dans d'autres affaires qu'on a retrouvé vraiment des années et des années après des corps, des endroits qui étaient très inaccessibles. En tout cas, c'est une piste qui reste envisageable. Il y a également une piste qui me semble très intéressante, c'est la piste du règlement de compte. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Donc, dans le cadre de Jean-Christophe, même si au moment de sa disparition, il n'avait pas spécialement de soucis, il avait quand même des démêlés avec la justice. Un mois après sa disparition, donc en octobre 2011, il était amené à comparaître au tribunal d'une affaire de trafic de drogue. Donc on peut penser que soit il avait peut-être des soucis d'argent, il devait de l'argent à quelqu'un, soit il fallait pas qu'il en dise trop et que il a repéré quelqu'un là-bas avec qui il avait eu des soucis par rapport à cette histoire-là au fort de Tamier et que c'est cette personne qui a tenté à sa vie. C'est évidemment des choses qui ont été réfléchies très rapidement même par la famille parce qu'ils étaient au courant justement de cette assignation en justice et il a été mis en lumière qu'il n'y avait pas spécialement de soucis avec des gens quel qu'il soit, il était pas du tout dans les affaires bizarres, bon, mis à part ce trafic de drogue là qui corrobore un petit peu d'ailleurs dans le milieu dans lequel il trempait, et qu'au niveau des dettes, en fait il s'est avéré qu'il en avait pas. C'est quand même probable, mais il n'y a rien vraiment qui atteste cette théorie-là. C'est quelque chose, encore une fois, qui reste probable. Pour ce qui est du côté d'Ahmed, il y a quand même quelque chose de très important qu'on n'arrive toujours pas à expliquer aujourd'hui. Le jour de sa disparition, je sais pas si vous vous rappelez, mais au départ, il voulait pas aller au festival, et puis il a dit « ça va me coûter cher » à son ami. En tout cas, c'est l'ami qui a reporté ça. Ce qu'il n'avait apparemment pas dit à son ami, c'est qu'il avait retiré 300 € le jour même de sa disparition. Pour lui, c'était très important, parce que comme je vous le disais, il n'avait pas beaucoup de revenus, et surtout, il vivait sur les aides sociales. Donc 300 €, c'est quand même une grosse somme. Il avait sûrement ces 300 € sur lui. Alors pourquoi est-ce qu'il a retiré ces 300 €? Est-ce qu'il devait de l'argent à quelqu'un? Est-ce que du coup c'est relié à sa disparition? Je me suis dit, alors j'ai pas vraiment d'informations dessus, mais peut-être que le compagnon qui était avec lui était impliqué dedans, mais après il y a des témoins qui ont vu que la personne est partie sans lui. Et surtout, au départ, Ahmed ne voulait pas spécifiquement aller à ce festival et c'était pas du tout prévu. Donc je pense pas que sa disparition soit reliée à ces 300 €, mais c'est vraiment quelque chose d'étrange. On ne sait pas du tout pourquoi est-ce qu'il a retiré ses 300 € et c'est pas du tout dans ses habitudes. Il y a une autre théorie, donc une troisième théorie qui concerne du coup que Jean-Christophe, parce que malheureusement on connaît le destin tragique d'Ahmed, on connaît pas encore le destin de Christophe et ce qu'il en est. Au départ, on s'est peut-être dit, Christophe il est simplement parti sans trop donner de nouvelles, parce que c'est déjà arrivé que pendant plusieurs mois il donne pas spécifiquement de nouvelles. D'ailleurs, c'est ce qu'explique son père, Denis, dans une interview. Moi, c'était le jour de la fête des pères, son dernier coup de fil. C'était le jour de la fête des pères, à 7h30 du matin, pour me dire bonjour. Et je faisais bonne fête. Tu sais, il m'avait réveillé de bonne heure. Hein. Et il était réveillé, lui aussi, de bonne heure. C'était son dernier truc, bonne fête, papa. La fête des pères qui du coup est en juin et il n'avait pas eu de nouvelles depuis, donc ça fait quand même quelques mois. Donc il s'est dit moi ça m'inquiète pas spécifiquement, peut-être que comme il connaît plein de gens de nationalités différentes, il est peut-être allé travailler avec eux dans un autre pays et puis il pensait le revoir
bronzer, revenir tranquillement. Après il s'est dit ouais, ça commence à faire beaucoup quand même au niveau timing, et c'est là qu'il a abandonné cet aspect de sa disparition. C'est vrai que si on repense à ce que j'ai dit, dans le sac qui a été retrouvé et qui appartenait à Jean-Christophe, il y avait son papier d'identité qui remplaçait sa carte d'identité, et donc voyager sans carte d'identité, sans papier d'identité, c'est quand même peu probable, et surtout sans donner aucune nouvelle. Donc c'est vrai que ça a été mis rapidement de côté, surtout au niveau de la famille. Et évidemment, il y a la quatrième théorie, qui est la théorie Lelandais ou criminel. Déjà, Nordal Lelandais, comme je vous ai dit, a été mis malheureusement en lumière à cause des affaires qui concernaient malheureusement la petite Maëlys et le caporal Arthur Noyer, et surtout que ça s'est passé dans la même région et même très proche de l'endroit de disparition concerné. Comme je vous ai dit, pendant un bon moment, la famille n'avait presque aucune information sur comment se déroulaient les investigations, quels étaient les résultats des investigations. Du coup, le papa n'a jamais abandonné, a toujours fait des recherches, ne pouvait pas rester sans rien faire. Le papa, Denis, avait repéré une vidéo de 2012 qui a été prise un peu comme une after-movie du festival de Fort-de-Tamier. Et dans cette vidéo, qui est disponible, je vous mets d'ailleurs des extraits, il aperçoit un homme qui ressemble énormément à Nordal Lelandais. C'est-à-dire qu'il a même fait un montage, il a repéré que les oreilles avaient la même forme, il a repéré qu'il avait la même implantation de cheveux, les mêmes lunettes. Donc le souci c'est les lunettes aussi, c'est des grosses lunettes noires, on voit pas trop le visage, un peu le même style vestimentaire, et surtout une énorme bague donc à la main droite, ici, carrée, très caractéristique que portait Nordal Lelandais. Moi j'ai pris que les séquences qui m'intéressaient bien sûr, et j'ai mis des images bout à bout, comme je fais mes petits montages vidéo d'habitude, quoi. Avec combien de mecs a une bague carrée comme ça? En Savoie, il doit y en avoir qu'un. Et la même main aussi. On est gaucher droitier, lui. Dès qu'il a vu cette information, le père, il s'est empressé d'aller voir la gendarmerie en leur expliquant là, pour moi, je pense que c'est Nordal Lelandais. En plus, voilà, notre dossier a été rouvert parce que Nordal Lelandais pourrait potentiellement être impliqué dans la disparition de mon fils. Les gendarmes n'ont pas vraiment pris cette piste au sérieux, et puis notamment parce que cette personne dans la vidéo a un tatouage que Nordal Lelandais n'a pas. Pour eux, c'était clairement pas Nordal Lelandais. Lui, il est persuadé que c'est Nordal Lelandais, en fait. C'est vrai que ça pourrait potentiellement être un faux tatouage qu'il avait fait pour... voilà, c'est des tatouages qui s'effacent plusieurs mois, ça peut arriver. Alors moi, j'ai regardé cette vidéo, pour être honnête, il y a une ressemblance, effectivement. Je me suis quand même bien renseignée sur cette vidéo. J'ai bien regardé. Je me suis dit au départ que ça pouvait être possible parce qu'on n'avait pas spécifiquement de photos de Nordal Lelandais de 2012. Donc 2012, je vous rappelle, c'est l'année où Ahmed a disparu dans le festival. C'est l'année d'après la disparition de Jean-Christophe. Donc s'il avait été là cette année-là, il aurait pu potentiellement être là l'année d'avant. Dans les commentaires de la vidéo YouTube que je suis allée regarder, il y avait quelqu'un qui était très persuadé, même très très fort au niveau de ses opinions, que c'était bien Nordal Lelandais qu'on voyait. Et d'un coup, il a changé, il a dit non, effectivement, j'ai discuté avec des amis de cette personne qu'on pense être Nordal Lelandais sur Facebook, et effectivement, ce n'est pas lui, et il a donné le nom d'une personne. Je suis allée regarder sur Facebook, et je suis allée regarder les photos qui dataient de l'époque de 2012 de cette personne. Donc effectivement, ce qui ressort des photos que j'ai pu apercevoir de cette personne sur son Facebook, c'est les mêmes lunettes, la même bague au même doigt, les mêmes habits, la même morphologie, les mêmes cheveux, et surtout très important, le même tatouage qu'il a ici. Pour moi, c'est vraiment lui. Je pense que si les gendarmes avaient vu que c'était Nordal Lelandais, ils auraient pu s'investiguer là-dessus. Après, attention, ça ne veut pas dire que Nordal Lelandais n'est pas impliqué dans cette affaire. Justement, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que derrière, il y a quand même des faits très troublants. Notamment, comme je vous disais au tout début de vidéo, Ahmed avait tendance à beaucoup aller dans les bars, et il se trouve qu'il est allé dans des bars ou dans des endroits que Nordal Lelandais côtoyait également au même moment. Il est très probable qu'ils se soient rencontrés, vu qu'en plus Ahmed rencontrait énormément de personnes. C'est la marine du montage pour vous dire que j'ai oublié une information assez importante, même très importante, c'est qu'en fait Ahmed pendant un moment n'a pas tout le temps habité à Chambéry, il a habité à Pont de Beauvoisin. Pont de Beauvoisin, je sais pas si j'en ai parlé dans la vidéo, mais c'est la ville où la petite Maëlys s'est fait kidnapper par Nordal Lelandais avant qu'il la tue. Donc ça rajoute encore une coïncidence non négligeable à cette histoire.
les endroits de disparition et les endroits où la famille de Nordal Lelandais habitait sont vraiment très très proches. Il évoluait aussi dans un milieu où il côtoyait des personnes marginales, c'était connu, et en plus c'était quelqu'un qui buvait beaucoup et qui se droguait. Quelque chose qui est important, c'est que Ahmed et Jean-Christophe étaient adeptes du stop. Et il faut se rappeler que le caporal Arthur Noyer faisait du stop et a été pris en stop par Nordal Lelandais, et c'est là qu'il est décédé. Moi je pense peut-être à un scénario que Jean-Christophe était poursuivi, se sentait en danger par rapport à la présence de Nordal Lelandais, qui lui courait après, qu'il l'a rattrapé en voiture, qu'il a jeté son sac pour pas qu'on puisse trop le suivre et qu'il l'aurait tué. Peut-être qu'il lui a couru après dans les bois, qu'il l'aurait tué aussi. Peut-être que c'est ce qui s'est passé aussi pour Ahmed, mais peut-être pas. Après, il y a aussi quelque chose de troublant, coïncidence ou pas, on ne sait pas, c'est que la sœur, du coup, Adeline de Jean-Christophe, travaille, elle, à Pôle emploi et est conseillère à Pôle emploi. Et un jour, il se trouve que quand elle discutait sur cette affaire sur Nordal Lelandais, elle pensait dire Nordal Lelandais à sa correspondante, et en fait, elle lui a parlé de Sven Lelandais. Et la correspondante lui a dit non, moi je parle pas du frère de Nordal Lelandais, je parle de Nordal Lelandais. Puis elle s'est dit mais pourquoi est-ce que j'ai dit Sven? Et en fait elle se trouve qu'elle l'avait déjà reçu en entretien à Pôle emploi. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de coïncidences. Ils évoluaient dans le même milieu, ils ont peut-être même croisé plusieurs fois. Il y a quand même des coïncidences qui ont fait que d'ailleurs ces dossiers ont été réouverts et sont maintenant suivis, et c'est ça qui compte. Aujourd'hui, l'instruction est en cours. Au moins, même s'il n'est pas avéré un lien direct entre Nordal Lelandais et ces deux disparitions, ça a pu permettre d'ouvrir des nouvelles recherches. En conclusion, ce que j'aimerais dire sur cette affaire, ça a mis pas mal de choses en lumière. Il faut aussi dire que même si là on parle de personnes qui sont marginales, c'est simplement pour montrer une correspondance entre les disparitions avec Nordal Lelandais, mais que ce soit des personnes marginales ou pas, finalement, on s'en fiche, ça rend pas la disparition moins importante que d'autres disparitions, parce que derrière, quoi qu'il en soit, il y a une personne qui a disparu, il y a des familles qui sont impliquées, et là maintenant, ces familles-là, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'elles souffrent tous les jours, qui vivent sous médicaments, qui voient des psys, donc oui, c'est vraiment tous les jours, les gens mettent en parenthèse pendant une bonne partie de leur vie rapport à ces disparitions, donc c'est pour ça que ça rend pas moins important, et c'est ce que met en lumière certaines associations comme l'Agence de recherche des personnes disparues ou la RPD, qui, quand il y a des dossiers de disparus comme ça, un peu cold case, va tout mettre en œuvre pour, à leur niveau, avec les experts avec lesquels ils vont travailler, retravailler sur ces disparitions pour justement, en tout cas, avoir des nouvelles informations et ne pas laisser les familles comme ça sans information seules. Ça, c'est vraiment le souci que j'ai pu voir, la détresse dans certaines interviews, que je vous conseille d'ailleurs, certaines émissions. Je vous mets de toute façon tous les liens que j'ai utilisés, qui sont un autre format que le mien et qui sont aussi très bien expliqués. N'hésitez pas à aller le voir. En tout cas, ça a mis en lumière le fait que les familles sont vraiment mises de côté. Je comprends qu'on veuille garder une sorte de distance et surtout ne pas donner trop d'informations pour pas que l'information ou alors que ça casse un petit peu les recherches. Mais je pense qu'il faut réfléchir à une manière de faire pour que les familles ne soient pas mises de côté et qu'elles soient un peu plus impliquées et surtout qu'on leur donne des informations, parce que nous, ce qu'on oublie, c'est que voilà, on en parle, on travaille dessus ou quoi, mais c'est pas nous qui en souffrons le plus. Les personnes là vraiment souffrent au quotidien. C'est pas la première fois que ça a été mis en lumière, mais c'est, je pense, vraiment là-dessus qu'on devrait travailler dans le futur. Donc voilà, c'est là malheureusement que se termine cette vidéo. J'ai pas plus d'informations. Évidemment, je vous ferai des updates, des mises à jour dans d'autres vidéos s'il y a d'autres informations qui ressortent d'ici là. Donc pour le moment, malheureusement, Ahmed, on sait qu'il est décédé. Jean-Christophe, on n'a toujours pas d'informations connues qui sont sorties sur sa disparition. On pense évidemment aux familles qui vivent ça au quotidien. Je vous remercie moi d'avoir suivi ma vidéo. La prochaine vidéo sera une vidéo d'une histoire criminelle très connue en France et surtout qui met encore en lumière certains aspects de la justice que je ne comprends pas et qui, vous allez voir, va vous horrifier, comme moi j'ai pu être horrifiée. N'hésitez pas à me faire un retour, abonnez-vous, activez la cloche pour avoir les notifications quand je sors une vidéo et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo.